écoutez, vous êtes bien nombreux aujourd'hui. D'ailleurs, comme à chaque fois, pardon. Merci d'être là. Nous avons une heure. Grâce à cette épidémie du Covid, nous avons des rencontres qui s'allongent un peu, puisque les contraintes de sécurité nous obligent, les contraintes sanitaires nous obligent à laisser une heure de battement entre chaque rencontre. Ce qui fait que nous pouvons aller vraiment, quand vous voyez sur votre programme de 12h à 13h, c'est vraiment 13h. Alors qu'en temps normal, 12h, 13h, c'est évacuation des salles à 12h50 pour que la rencontre suivante puisse commencer. Donc là, nous sommes détendus et nous allons passer un bon moment ensemble. J'ai le plaisir de rassembler, sous l'égide de la liberté au féminin, 3 auteurs, dont un grec qui représente le pays invité aujourd'hui. Plutôt 2 grecs, puisque nous avons le plaisir d'avoir Irène Sevastikoglou, qui est l'interprète, qui est, disons-le tout de suite, la personne de ce plateau qui va travailler le plus pendant cette rencontre, puisqu'elle va sans arrêt parler, interpréter, traduire, tout cela pour le plaisir de Christos et le nôtre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Cusset pour la définition du bonheur aux éditions Gallimard, Fabienne Jacob qui a écrit Ma meilleure amie aux éditions Buchet-Chastel, et puis Christos Comenidis qui a publié Niki aux éditions Viviane Ami. Je dis qui publiait parce qu'évidemment la publication en Grèce a été antérieure et nouveau en France une belle préface de Costa Gavras. J'ai lu vos livres et ce qui se détache, c'est qu'effectivement, ce sont des itinéraires, plus que des itinéraires, des mues de femmes, des poussées, c'est presque végétal comme expression, c'est-à-dire de femmes qui essayent qui grandissent, qui deviennent des femmes, qui passent de l'enfance de l'adolescence à la jeune femme chez Christos et puis aux femmes plus mûres chez Catherine et Fabienne. D'abord, une chose, ce qui détache, ce qui sépare vos livres, c'est que chez vous, Catherine, c'est vraiment comment 2 femmes grandissent l'une par rapport à l'autre, chacune dans un itinéraire comparé, l'une en France, l'autre aux États-Unis, pour bonne part. Chez vous, Fabienne, c'est le terreau, c'est un lieu collectif qui correspond à un idéal d'une jeunesse et d'une certaine époque, c'est le campo, et ensuite des trajectoires qui s'individualisent et que vous retracez. Et puis vous, Christos, c'est une jeune femme, plutôt d'ailleurs une petite fille, qui pousse dans une famille, dans cette espèce de noyau en acier d'une famille grecque qui est totalement plongée dans la vie politique du XXe siècle, dans la vie politique, dans l'engagement communiste, marxiste-léniniste. Et on verra avec vous qu'être marxiste-léniniste en 1930 en Grèce et être marxiste-léniniste en Grèce en 1945 et après, ça n'a plus rien à voir. Et cette petite fille, elle a du mal justement à se libérer d'un carcan idéologique, parental, qui est aujourd'hui, on va emprunter un terme à la mode, qui est proche d'une emprise. Et paf, ça tombe sur vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Niki et d'où elle vient ? Πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Και για μία ακόμα φορά μετανιώνω φρικτά που δεν έμαθα γαλλικά. Et je regrette encore une fois de ne pas avoir appris le français. Δοθέντως ότι πάρα πολλοί από τους αγαπημένους μου συγγραφείς είναι Γάλλοι. Étant donné qu'un grand nombre de mes écrivains préférés sont français. Ξεκινώντας βέβαια από το Ραμπελέ, από τον Μπαλζάκ, από τον Φλομπέρ. Λοιπόν, θα έλεγα ότι η Νίκη, το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο το έγραψα για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν, και σημαντικότερος, ήταν να μιλήσω στην μικρή μου κόρη τη Νίκη, τη δεύτερη Νίκη, για την γιαγιά της, η οποία είχε πεθάνει πριν η δεύτερη Νίκη γεννηθεί. Και για τον κόσμο της γιαγιάς της, που είναι ο κόσμος του 20ου αιώνα.
Alors, si j'ai écrit ce roman, c'est pour plusieurs raisons, dont une qui est la plus importante, c'est que j'ai voulu parler à la petite Nikki, qui est ma fille, qui porte le nom de sa grand-mère, lui parler de sa grand-mère et de lui parler aussi de l'histoire et du monde du XXe siècle. Αλλά θα έλεγα ότι η αληθινή πρωταγωνίστρια του βιβλίου, το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι η Νίκη, είναι η Ελλάδα. Mais je dirais que le principal personnage de mon roman, l'héroïne de mon roman, ce n'est pas Nikki, c'est la Grèce. Και είναι η Ελλάδα στον 20ο αιώνα, η οποία πέρασε από χιλιάδες κραδασμούς, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, διχασμούς, εμφυλίους, προσφυγές. Et c'est la Grèce du XXe siècle qui a vécu des dizaines d'explosions véritables, de révoltes, de guerres civiles, de guerres de manière générale. Η Νίκη είναι ένα κορίτσι το οποίο γεννιέται σε μια άκρος πολιτικοποιημένη οικογένεια πράγματι, αλλά αυτή η οικογένεια δεν είναι όλη προς τα αριστερά, η μισή οικογένεια είναι προς τα δεξιά. Alors Nikki naît dans une famille très politisée, dont une moitié est complètement à gauche, à l'extrême gauche, mais l'autre moitié est plutôt de droite. Τα αγόρια της οικογένειας, ο πατέρας της και οι θείοι της είναι κομμουνιστές και μάλιστα βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Les jeunes de la famille, son père et les frères de son père sont communistes et ils ont même des postes importants au sein du Parti communiste grec. Αλλά οι αδελφές, οι θείες της, οι αδελφές της οικογένειας, είναι αστές και μάλιστα η μία κάνει το λάθος να παντρευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής γίνεται υπουργός της δοσύλλογης κυβέρνησης. Alors que ses tantes, par contre, les sœurs de son père, vivent dans la bourgeoisie, ont épousé des hommes de droite, et l'une d'elles commet même l'erreur d'épouser quelqu'un qui devient ministre du gouvernement qui collabore avec les Allemands pendant l'occupation. Η μεγάλη τύχη της οικογένειας της Νίκης είναι ότι ενώ έξω από την οικογένεια υπάρχει ο εμφύλιος, οι άνθρωποι, οι Έλληνες σφάζουν ένας τον άλλον, μέσα στην οικογένεια δεν υπάρχει εμφύλιος. Υπάρχει μια προσπάθεια να καταλάβει ο ένας τον άλλον, να μπει ο ένας θέση του άλλου, και αυτό οφείλεται στη γιαγιά, στη μαμά όλων αυτών, η οποία έρθει ως πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία το 1922 και η οποία λειτουργεί ως ομφαλός της οικογένειας, αυτή η γιαγιά έχει κατανόηση και αγάπη για το κάθε παιδί της. La grande chance pour Nikki, pour la petite fille, c'est qu'elle vit dans une famille où, alors que les gens appartiennent à des fractions opposées, il y a beaucoup d'amour et de compréhension et d'empathie entre eux, et tout cela grâce à la grand-mère qui était en fait une réfugiée d'Asie mineure qui a quitté l'Asie mineure en 1921 pour venir à Athènes et qui est vraiment au cœur, c'est le nombril en quelque sorte de la famille et qui comprend et aime chacun de ses enfants. Οι δεκαετίες περνάνε, το βιβλίο ξεκινάει από το 1870 και φτάνει μέχρι το 1960. Η Νίκη μεγαλώνει, γεννιέται το 1938 και μεγαλώνει. Όταν φτάνει η ώρα να πάει στο γυμνάσιο, δεν μπορεί να πάει στο γυμνάσιο, διότι είναι κλεισμένη σε ένα σπίτι, αναγκασμένη με τους γονείς της μαζί, οι οποίοι είναι στη βαθιά παρανομία, και είναι αναγκασμένη η Νίκη όχι απλώς να μην πηγαίνει σχολείο, αλλά να μην μπορεί να πει καν το όνομά της έξω από το σπίτι. Alors, l'histoire se déroule sur plusieurs décennies. Elle commence en 1870 et se termine en 1960. Nikki elle-même naît en 1938. Et au moment où elle finit l'école primaire, elle doit aller au collège, elle ne peut en fait pas aller à l'école parce qu'elle vit enfermée avec ses deux parents dans un appartement clandestin où elle va passer plusieurs années de sa vie et où elle n'a même pas le droit de dire son nom lorsqu'on le lui demande. Alors Christos, pardon, si je puis me permettre, vous venez de parler de la grand-mère qui est le levier, le pivot plus exactement de la famille. Mais justement, à partir des 10 ans de Nikki, les parents lui donnent un choix. C'est où tu restes avec ta grand-mère, mais tu ne nous vois plus parce que nous devons partir en clandestinité, vous nous expliquerez pourquoi, ou tu nous suis, ce qui est un choix terrible pour une petite fille, donc choisir d'abandonner ou pas ses parents. Je ne suis pas sûre que la protection dont vous parliez par la grand-mère soit encore effective, parce qu'elle a été à ce moment-là déchirée. Je suis maman, hein, donc forcément ça va toucher.
αντιμετωπίστηκε... Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, αντιμετωπίστηκε η Νίκη ως ενήλικας όταν ήταν 10 χρονών. On l'a en fait traité en adulte alors qu'elle n'avait que 10 ans. Και το δίλημμα ήταν πολύ απλό. Ή θα μείνεις μαζί μας, ή μπορείς να πας με τη γιαγιά σου και με τις αστές θείες σου, αλλά μετά αν μας πιάσουν και μας εκτελέσουν, οκ, είναι δικό μας θέμα. Alors, on lui a proposé un choix qui était censé être simple. Soit tu viens avec nous, soit tu restes avec ta grand-mère et tes tantes bourgeoises. Mais si par la suite nous sommes arrêtés et exécutés, eh bien, c'est notre affaire. Αυτό είναι τρομερό και νομίζω εκεί πέρα ξεκινάει το σπέρμα μέσα στην νίκη της επανάστασης εναντίον στην επανάσταση. Εκεί αρχίζει η νίκη και μέσα της δημιουργείται ένας εαυτός ο οποίος θα την κάνει όταν θα μεγαλώσει και θα βγει από την παρανομία στα 17 της, να ερωτευτεί τον πιο λάθος για την κομμουνιστική ηθική άνθρωπο. En fait, c'est à ce moment-là, au moment où le choix lui a été présenté, que la graine de la révolte naît en elle, la révolte contre les révoltés, les révolutionnaires qui étaient ses parents. Et lorsqu'à 17 ans, elle quitte en fait cette cachette et qu'elle vit en liberté, elle tombe amoureuse de la personne qui était qui ne pouvait absolument pas être acceptée par sa famille de révolutionnaires. Να ερωτευτεί έναν τύπο ο οποίος είναι bohème, είναι rock, όπως τα λέγαμε στην Ελλάδα, είναι rock and roll, και να συγκρουστεί για χάρη του ή μαζί του βρίσκει την πραγματική χαρά της ζωής και συγκρούεται με την επαναστατική της οικογένεια, επαναστατώντας εναντίον της Επανάστασης. Διότι, και νομίζω σε αυτό έχω δίκιο, η Επανάσταση σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική πλέον μετά το 1950 είναι περισσότερο το rock and roll παρά ο επίσημος μαρξισμός-λενινισμός. Donc c'est grâce à son amoureux, avec son soutien, qu'elle fait sa révolution contre les révolutionnaires qui étaient ses parents, avec son compagnon qui était quelqu'un de bohème, de rock and roll comme on dit, et elle fait donc sa révolution. Et pour moi, la révolution à notre époque, ce n'est plus le marxisme-léninisme, c'est justement le rock and roll. Oui, alors elle fait sa révolution, mais c'est quand même un arrachement parce que l'emprise des parents est quand même très très forte. Je ne vais pas dévoiler le dernier quart du livre, mais elle est quand même très très obéissante comme petite fille à 20 ans. C'est compliqué l'affranchissement. Προφανώς είναι υπάκουο κοριτσάκι στα παιδικά της χρόνια. Αν ήταν ένα αγριοκάτσικο γενετής, δεν θα είχε και νόημα όλη αυτή η ιστορία. Αν έμπαινε στο βιβλίο ο χαρακτήρας στη σελίδα 1 και έβγαινε στη σελίδα 500 και ήταν ο ίδιος. Oui, effectivement, c'était une petite fille obéissante pendant son enfance. D'ailleurs, si elle avait été une petite révoltée depuis sa naissance, si on commençait par son histoire de petite révoltée pour aboutir à l'âge adulte, cela n'aurait aucun intérêt, le personnage n'aurait pas évolué. Θα έλεγα ότι γενικότερα, ότι άμα θέλει κάποιος να ζήσει μια ζωή που να αξίζει τον κόπο, πρέπει να δεχτεί ότι η καρδιά του θα σκιστεί πολλές φορές. Ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue, il faut accepter l'idée qu'on aura le cœur déchiré plus d'une fois dans sa vie. Oh, ça fait écho à côté de vous. On va en parler, mesdames, on va en parler. Vous avez choisi de raconter l'histoire de Niki jusqu'au moment de l'affranchissement, c'est-à-dire sur le port. Sur le port devant un bateau, finalement, à peu près, vous le racontez de façon très jolie. Et puis vous vous arrêtez là, vous vous arrêtez à la vingtaine de Niki, et celle qui raconte le livre, eh bien c'est une Niki qui n'est plus là. Quels ont été vos choix narratifs? Vous faites parler une morte. Ναι. Πώς πέθανε. Εντάξει, ήταν η μαμά μου, έτσι. Βέβαια, το πρόσωπο, ο μυθοσματικός χαρακτήρας, είναι απλώς εμπνευσμένος από τη μαμά μου. Δεν έκανα ένα ντοκιμαντέρ, έγραψα ένα μυθιστόρημα.
Le personnage de Niki, c'est ma mère, mais c'est quand même un personnage de fiction, ce n'est pas un documentaire. Je me suis inspirée de la vie de ma mère. Για να σας πω πώς πέθανε, καταρχήν όταν ήταν 70 χρονών και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οδηγούσε και είχε ένα σπίτι στην εξοχή και πήγαινε και κολυμπούσε πολλές ώρες την ημέρα, ξαφνικά έπαθε καρκίνο και πού έπαθε καρκίνο? Στο χέρι. Oui, donc à 70 ans, jusqu'à l'âge de 70 ans, elle était en parfaite santé, elle partait souvent à la campagne, elle conduisait elle-même, elle faisait plein de choses, et puis tout à coup on lui a annoncé qu'elle avait un cancer du bras. Και ήταν μια απίθανη είδηση, δηλαδή απίστευτη πέρα από τραγική, και το πιο απίστευτο, καταπληκτικό για μένα, ο οποίος ήμουν τότε 40 χρονών, ήταν ότι ενώ οι γιατροί της λέγανε να κόψει το χέρι της, ότι η μόνη λύση σε αυτό το σάρκωμα λέγεται, είναι να ακροτηριάσει το χέρι σου, η Νίκη αποφάσισε ότι δεν θα ακροτηριάσει το χέρι της, θα γίνει ό,τι πρέπει για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος, αλλά θα παραμείνει το χέρι της εκεί. Το θεωρούσε πάρα πολύ βασικό, λέει, τα έχω περάσει όλα στη ζωή μου, είσαι μεγάλο παιδί πια, μπορείς να προχωρήσεις μόνος σου, εγώ το χέρι μου δεν το κόβω. Και αυτή η απάντηση, αυτή η επιμονή, για να την πείσω, πέρασα 24 ώρες έχοντας δεμένο το δικό μου χέρι πίσω, για να της αποδείξω ότι μπορείς πολύ άνετα να ζήσεις με ένα χέρι. Της το είπα λοιπόν χαρούμενο στο νοσοκομείο, της λέω: «Μαμά, γίνεται με ένα χέρι, θα μάθεις και να γράφεις, θα μάθεις να κάνεις τα πάντα με ένα χέρι». Και μου απάντησε ότι, οκ, χαμογέλασε, γίνεται βεβαίως, μου λέει, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Ce qui était incroyable pour moi, c'est qu'on lui a donc annoncé qu'elle avait un sarcome au bras et que le mieux, c'était de se faire amputer le bras. Elle l'a refusé, elle n'a pas voulu en entendre parler. Moi, bien sûr, j'ai essayé de la convaincre, mais elle me disait, bon, tu es grand maintenant, tu as 40 ans, moi je ferai tout ce qu'il faut pour me soigner, mais il n'est pas question qu'on m'ampute du bras. Et j'ai passé moi-même 24 heures avec un bras attaché pour lui prouver qu'on pouvait très bien vivre avec un seul bras et tout faire avec un seul bras. Et je lui disais, tu verras, tu apprendras à écrire et à faire plein de choses et je serai là pour t'aider. Et elle a dit, non, je suis désolée, je ne veux pas sacrifier mon bras et je ne veux pas le faire amputer. Και βεβαίως πέθανε. Έκανε μεταστάσεις ο καρκίνος και η Νίκη πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ζωής της πήρε μία ακόμα απόφαση, η οποία ήταν απολύτως δική της. Επέλεξε με έναν τρόπο και πώς θα ζήσει και πώς θα πεθάνει. Et bien sûr, elle en est morte, elle a fait des métastases et elle a fini par mourir. Et je crois qu'à la fin de sa vie, donc c'était encore un choix qui était le sien de choisir de mourir de cette manière. Donc elle a toujours eu à faire des choix dans la vie, des choix importants. Et c'était le dernier de ses choix. Τη νύχτα που πέθανε και μου είπανε πρέπει να της κλείσει τα μάτια και να μείνεις λίγο μόνος μαζί της, το πένθος είχε κάπως υποχωρήσει μπροστά στην αίσθηση ότι έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει μόλις πεθάνει, αλλά έχει ζήσει όπως θέλει. Και αυτό της είπα. Αυτή τη φράση απίφθηνα στην νεκρή πια Νίκη. Της είπα, ωραία έζησες μαμά, έκανες αυτό που ήθελες. Le soir où elle est morte, on m'a demandé d'aller dans sa chambre pour lui fermer les yeux et rester un moment seul avec elle. Et j'avais le sentiment que mon deuil était atténué par la pensée qu'en fait, elle a vécu sa vie comme elle a voulu la vivre. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai adressé ces paroles à Niki qui était morte en lui disant « Maman, tu as une belle vie, tu as vécu comme tu as voulu vivre ». Est-ce que ce n'est pas difficile, quand on est un fils, de dire « je » pour parler d'une héroïne qui est si proche de sa propre mère? Όχι, γιατί την ήξερα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω την Νίκη να μιλήσει μέσα από μένα. Non, ce n'était pas difficile parce que je la connaissais très bien et j'arrivais à faire parler Niki par ma propre bouche. Και έπειτα ένας συγγραφέας μυθιστορημάτων αυτό κάνει. Μιλάνε οι ήρωές του μέσα από αυτόν. Et d'ailleurs, c'est le travail d'un écrivain de fiction. Ces héros parlent à travers lui. Έτσι δεν είναι? N'est-ce pas?
Merci Christos. Ne vous endormez pas, ne bougez pas. On va revenir vers vous. Christos a dit une chose à propos de son héroïne et surtout en l'occurrence de sa maman. Elle a vécu comme elle a voulu. Est-ce que, mesdames, Fabienne, Catherine, est-ce que vous pourriez dire la même chose de vos héroïnes respectives ? Et ça va être peut-être l'occasion, Fabienne, de nous raconter, d'ailleurs de nous dire en 2 mots, de qui et de quoi il s'agit dans votre livre. C'est la grande question de mon livre, en effet, c'est pas réussir sa vie, parce que ça on s'en fout, mais c'est vivre sa vie. Comme le dit le film de Godard, c'est pour ça que j'ai fait un petit signe à Christos et à son interprète. Oui, vivre sa vie, c'est le sujet de mon livre. Alors, la matrice, c'est un appartement communautaire que partagent 3 jeunes filles, 3 étudiantes en lettres. Alors, je suis très émue de revenir à Nancy parce que c'est possible que ça parte un peu d'ici. J'ai fait mes études de lettres ici à Nancy et je suis toujours très, très émue de revoir certains endroits parce que c'est proustien, évidemment, pour moi. C'est des madeleines de Proust à presque toutes les places et dans toutes les rues. Donc elles partagent tout, c'est un peu libertaire, c'est très littéraire, très très littéraire parce qu'elles font des études de lettres, donc elles ont des idéaux puissants, parce que la littérature, quand on la lit, elle vous met quand même la barre assez haut. Hein. Je pense que c'est peut-être plus difficile de vivre quand on est littéraire que quand on ne l'est pas, parce qu'on a des exigences qui malheureusement sont quelquefois un peu déçues, on devient très lucide. Et donc elle partage tout, les hommes, les crayons de maquillage, les collants, c'est foutraque, c'est un meublé moche, mais elle trouve que c'est le plus bel endroit du monde parce qu'elles chantent, parce qu'elles savent rien de ce qui les attend, mais forcément tout est radieux, parce que quand on est jeune. La plupart du temps, pas toujours, mais tout tombe du ciel. Tout tombe du ciel. Mais après, une fois que l'une des 3 luronnes, peut-être la plus charismatique, qui s'appelle Sambre, claque la porte, après, tout d'un coup, on se retrouve devant un néant de la vie active, néant de la vie conjugale, néant de la vie adulte. Il faut tout inventer. Et comment tout inventer quand on a eu des idéaux aussi puissants ? Je tente, c'est un livre qui tente des solutions. Des solutions sont Alors, les livres de mes voisins, Christos et Catherine, sont pleins de narrations, il y a plein de péripéties. Chez moi, il y en a beaucoup moins, parce que ce sont des expériences, la plupart du temps, intérieures, des expériences... Par exemple, il y en a une qui a des problèmes d'argent, il faut trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je raconte cette scène parce que mes lecteurs, visiblement, ça les a frappés, donc je la raconte. Ce personnage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se glisser dans des draps en lin qu'on lui a offert comme cadeau. Au début, elle se disait, mais oh là là, quel cadeau, des draps en lin pour mon anniv, c'est pas grand-chose. Et finalement, une fois qu'elle va les essayer, il va y avoir une expérience corporelle, charnelle et intérieure incroyable, parce que le lin, je ne sais pas qui dort dans des draps en lin ici, mais le lin au début, c'est rêche, c'est rugueux, c'est pas très soyeux. Et puis tout d'un coup, quand on s'y glisse, il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose de végétal, ça se transforme en animal, ça tiédit, ça s'assouplit, ça respire. Il y a comme il y a une respiration. Donc voilà, on fait ce type d'expérience et on invente des choses avec ce qu'on a sous la main. On fait avec ce qu'on a. C'est peut-être ça le secret pour moi et pour ma narratrice. On fait avec ce qu'on a et on a un peu d'imagination. Alors, le corps, vous venez de parler de l'expérience des draps en lin, on sait exactement ce que vous avez dans votre lit, vous, l'écrivain. Votre deuxième roman en 2010 s'appelait Corps. Et puis, si je reste vraiment sur les titres, en 2014, il y a eu Mon âge aussi. Et le corps, les sensations, les transformations infimes de soi et le pour soi sont au cœur de l'écriture. Et j'ai envie de dire, cette fois-ci aussi, peut-être plus que d'habitude, la langue est une sensation physique, la langue maternelle. Il y a quelque chose pour Helga
qui est, il y a tout un énorme passage sur l'allemand, sur la façon dont les mots prennent corps dans cette langue-là, qui est sa langue maternelle. Alors, vous tirez un fil de la pelote que je viens de vous lancer. Rapprochez un petit peu votre micro, Fabienne, par contre. D'accord. Je suis un écrivain du corps, c'est mon ADN. J'ai même écrit, donc, comme vous le disiez, un livre qui s'appelle Corps, un autre qui s'appelle Mon âge. Je ne crois pas au temps qui passe. Attention, je vais en choquer quelques-uns. Je ne crois pas que le temps passe. Ne croyez pas à la publicité pour les crèmes anti-rides. Le temps, parce que quand on vit dans un temps intérieur, il ne passe pas tant que ça. C'est une parole optimiste que je prononce là. Tant que le corps nous permet de tenir debout, ça va. Ça va, on est debout, on est vivant. La langue, oui, parce que la langue, je suis lorraine d'origine, mais pas la Lorraine francophone de Nancy, la belle Lorraine française. Non, moi, c'est la Lorraine beaucoup plus campagnarde, rude de la Moselle-Est, qui partage la même histoire que l'Alsace. Donc, on a été annexés par les Allemands. Et ma langue maternelle n'est pas le français, mais l'allemand de Charlemagne. C'est un très vieil allemand, je parle un très vieil allemand qui date des Francs. Et cette langue a infusé en moi parce que je n'avais que 200 mots pour dire le monde. Donc c'était des mots du corps, j'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, cet homme me plaît pas, etc. Donc ça, forcément, la langue maternelle, il y a un auteur grec que j'aime beaucoup qui a écrit un livre qui s'appelle La langue maternelle, justement. La langue maternelle infuse, la langue maternelle construit, la langue maternelle construit une vision du monde, forcément. Je m'intéresse à la langue et je la travaille. C'est mon boulot. Vous faites sonner les mots, si je puis me permettre. Ah oui, chaque mot. Parfois, il y a des mots qui, je les extrais, et ils font un cheminement à travers le corps, oui. Et comme j'anime aussi beaucoup d'ateliers d'écriture, notamment auprès d'étudiants étrangers, j'aime beaucoup, même si la fac me paye au lance-pierre, je tiens à ces ateliers d'écriture parce que mes apprenants de français, là je rends hommage à la belle langue grecque que j'entends là parler, j'aime beaucoup les fautes. Je m'en fiche du beau français. J'aime, même si peut-être que je le pratique dans mes livres, mais j'adore les fautes de français. Les fautes sont poétiques. La faute de langue est profondément poétique pour moi, parce qu'elle fait se rencontrer deux mots qui n'ont rien à faire ensemble. C'est comme un homme beau et une femme moche, ou quelque chose comme ça. C'est un couple un peu... Et j'aime beaucoup ça. Ça fait sens aussi dans mon corps, la faute, et j'aime beaucoup la langue orale aussi, par exemple, la langue du corps. On en revient toujours au corps. Alors restons dans le qui corps. Me fonde. À 20 ans, dans votre livre, on voit que vos personnages sont leurs espoirs. Qu'est-ce qu'il reste de cette identité-là 30 ans plus tard ? Ben justement, c'est le sujet, le pitch, comme vous disiez, du livre. Comment on fait pour survivre quand la jeunesse a foutu le camp, quand on a tout pour être happé vers des valeurs d'argent, de conjugalité, de construction de famille, etc., et qu'on veut quand même être fidèle aux idéaux de Campo, ben je vous le dis, on se questionne beaucoup, on questionne beaucoup son intérieur, on continue beaucoup à lire de la littérature, de la poésie, et sans doute les réponses sont de ce côté-là, du côté du cinéma aussi, du côté des arts, et puis du côté de la vie, tout simplement, la vie, toujours vivre sa vie. C'est pas, encore une fois, je le disais, c'est pas réussir sa vie, c'est la vivre. La vivre, et malgré les échecs, mais on se construit aussi à travers les échecs. C'est un livre aussi toujours sur la construction de soi. On se construit, c'est un livre sur l'amitié féminine, parce que parfois la mauvaise presse, l'amitié, par exemple, moi j'ai une sœur qui me dit « Oh là là, les bonnes femmes, elles se tirent toujours dans les pattes. » Et non, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. Non, moi l'amitié féminine, ça m'a construite. J'ai eu des modèles. Je voulais ressembler à Sambre, je voulais ressembler à Rosie.
mais c'était mes héroïnes. On se piquait tout, on avait un peu les mêmes mimiques, les mêmes, parce qu'à 20 ans, la personnalité n'est pas encore tout à fait constituée. Donc on a besoin de modèles. Moi, j'ai eu des tas de modèles et je ne cesse de livre en livre de leur rendre grâce. Je me suis construite grâce à elles. Et jamais je supporterais qu'on flingue l'amitié féminine ou qu'on dise je ne sais quoi. Non, 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 non. L'amitié féminine, c'est quelque chose de très, très beau, de très, même si parfois on a envie d'étrangler l'autre, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci Fabienne. Est-ce que, Catherine, est-ce que Ève et Clarisse ont eu envie de s'étrangler et qui étaient-elles à 20 ans, vos deux héroïnes? Racontez-nous un peu. Déjà, mes deux personnages, Ève et Clarisse, se rencontrent en 2018 alors qu'elles ont déjà 55 ans ou à peu près. Donc, je crois qu'elles n'ont pas du tout envie de s'étrangler. Au contraire, elles ont pour l'une pour l'autre une très grande admiration. Donc, le roman raconte en fait 40 ans de vie de ces deux femmes. L'une est née en 63, l'autre en 64. Elles sont toutes les deux françaises, originaires de Paris, mais l'une reste à Paris, mais après un passage par l'Asie, elle a une passion pour l'Asie. Finalement, à 20 ans, elle a tout risqué, elle a arrêté ses études et elle est partie découvrir l'Asie du Sud-Est. Et il faut avoir un certain courage pour faire cela. Et c'est une femme, Clarisse, très sensuelle, très passionnée, amoureuse des hommes, amoureuse de la beauté des hommes, mais d'autres beautés aussi, et qui vit tout de façon très intense et sans compromis. Et c'est aussi, de mes deux personnages, celle à qui il arrive le plus de choses douloureuses. Elle a été abandonnée à 2 ans par son père qui a quitté sa mère. Elle a subi un viol à l'âge de 16 ans. Et puis elle a trouvé un mari quelque part très beau, mais surtout qu'elle a épousé pour sa fiabilité. Or, il va la quitter, la trahir pour sa meilleure amie, etc., jusqu'à la fin tragique de Clarisse. Et quant à Ève, au contraire, Ève, elle part aux États-Unis pour épouser un Américain. Elle vit à New York, un peu comme moi d'ailleurs, puisque j'ai vécu à New York 30 ans. Vous n'êtes pas cuisinière? Non, je ne suis pas cuisinière. Donc elle est au départ professeure, puis elle devient cuisinière. Et Ève, c'est quelqu'un qui est dans la construction, qui est dans la relation durable. Alors elles ont toutes les deux des enfants. Clarisse a eu 3 fils, Ève a 2 filles. Et elles ont en quelque sorte un rapport à la vie opposé. Donc je vous ai dit, Clarisse qui vit sans compromis se retrouve toujours abandonnée. Et quant à Ève, qui, elle, au contraire, vit donc dans la construction, dans le contrôle, qui réussit ce qu'elle fait, qui n'abandonne jamais rien, qui mène à bout tout ce qu'elle entreprend, elle finit par s'apercevoir, avec l'âge, que le fait d'être toujours dans le contrôle est aussi une souffrance, et qu'elle n'arrive pas à s'abandonner au moment présent, et qu'elle en perd son désir, elle en perd le plaisir, elle en perd la jouissance. Si bien que quand elle rencontre Clarisse, puisqu'elles finissent par se rencontrer, et qu'il y a un lien entre elles, que le roman vous révèle, elle est dans l'admiration de Clarisse, dans l'admiration de cette femme qui a 55 ans, déborde de vie, dévore la vie, brûle de vie, elle arrive, elle rayonne, une femme rayonnante, passionnée, qui a un amant à Paris, un autre à New York, qui est vivante. Et Clarisse, elle a aussi pour Ève l'admiration pour celle qui mène à bout ses projets, parce que Clarisse a toujours eu des rêves, en tout cas professionnels, qu'elle a avortés. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle est la question que vous avez posée, Karine. C'est évident qu'il y a des liens entre nos romans. D'abord, ce sont des romans de vie. Mon roman raconte ces 2 vies. Le temps, alors tu disais que pour toi le temps ne passe pas. Alors pour moi au contraire, le temps passe. Et dans tous mes romans, je crois que le temps est essentiel. J'ai toujours des romans sur de très longues durées. L'autre qu'on adorait raconte 22 ans de la vie de cette amie qui s'est suicidée. Un brillant avenir raconte un demi-siècle. Là aussi, on a presque un demi-siècle. Le roman se termine en 2021. Mais ce qui m'intéresse dans le temps, vous savez, le temps, on se le représente souvent comme une ligne horizontale. Or, moi, je vois le temps comme une ligne verticale avec des strates. Et de toute évidence, on devient quelqu'un d'autre. On change à travers le temps. C'est une évidence, et heureusement. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. C'est la possibilité de changer,
la possibilité de s'améliorer, je ne cesse de le désirer, et en même temps, on reste la même, c'est-à-dire qu'on reste la petite fille qu'on a été. Il y a vraiment quelque chose qui résiste, qui ne change pas, il y a une structure qui est en nous. Et j'aurais pu d'ailleurs appeler ce roman « La structure de l'abandon », avec le deux sens du mot abandon, quoi. L'abandon de celle qui est abandonnée, l'abandon de celle qui n'arrive pas à s'abandonner. Et donc le temps, et la deuxième chose très importante pour moi, c'est le rapport à l'autre. On existe dans le temps et on existe en société, on existe comme être social, et c'est très important, et c'est pour ça que j'ai créé 2 personnages, parce que mon roman s'appelle « La définition du bonheur ». Évidemment, ce n'est pas un programme. On peut déjà deviner qu'il y a autant de définitions de bonheur qu'il y a de personnages. Et l'autre, il est là à la fois... on voit sa vie à travers le regard de l'autre, on regarde la vie de l'autre. Et ça complique beaucoup les choses. On se demande toujours si l'autre vit mieux, si l'autre sait mieux vivre que nous ne savons vivre. Et surtout aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, c'est une évidence que quand on voit partout ces gens qui ont l'air tout le temps heureux, sur toutes les photos du monde, on se dit mais comment ils font pour vivre? Comment y arrivent-ils? Voilà. Oui, Catherine, mon lapsus tout à l'heure, elles se construisent l'une par rapport à l'autre alors qu'en fait elles se rencontrent en 2018. Mais ce que j'exprimais là, c'est le sentiment de lecteur qui reconstruit cette histoire-là dans cette balance entre la cigale et la fourmi de l'amour, en fait, quelque chose comme ça, entre être apollonien ou être dionysiaque. Comment construire son rapport à la vie? Est-ce qu'on peut s'éviter l'intensité qui peut prendre... Qui peut aller jusqu'à la violence et l'acceptation de la violence dans sa propre vie, dans l'autre, et même dans la recherche, pas la recherche de cela, mais enfin l'accueil de cette violence, en tout cas pour Clarisse. Et puis, ce que vous disiez, les 2 versants du contrôle, ça protège et en même temps ça enferme. Mais on a l'impression, nous lecteurs, qu'effectivement... cette alternative-là nous suit tout au long du livre. Et c'est pour ça qu'il y a comme un dialogue, alors qu'en fait, le dialogue, il est a posteriori entre ces 2 femmes. Tout à l'heure, Christos, en parlant de son livre, disait qu'il avait dit à sa mère, enfin en parlant de sa mère, pas de son livre, mais tu as vraiment bien vécu ta vie et tu as fait le choix de vivre la vie que tu as vécue et de mourir comme tu voulais. Et... je suppose que la question que pose mon livre, c'est celle du choix. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Et mes personnages, je ne suis pas sûre qu'ils aient... Enfin, ils ont des choix, c'est certain. Mais Clarisse, qui est donc le personnage le plus intensément vivant, est aussi le plus fragile. Et je pense que dans l'écriture, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les personnages fragiles. Mais fragile, ça ne veut pas dire... C'est également, on peut être fragile et fort, hein. C'est pas dans le binôme fragile et fort. Et Clarisse, elle est hantée par cette parole qu'a prononcée un jour sa mère, qui est « toi aussi tu vieilliras seule ». Et dans le spectre de mon livre, c'est la solitude, la peur de la solitude. J'ai été moi-même très marquée par un petit roman de Simone, je dis petit en taille, de Simone de Beauvoir, qui est La femme rompue. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je pense que cette peur de la solitude, la peur de la rupture, c'est quelque chose qui me marque énormément. Et Clarisse, elle n'a pas choisi les ruptures qu'elle subit. C'est pas elle qui, femme forte, quitte les hommes les uns après les autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Et les femmes peuvent quitter les hommes. Hein. Les femmes ne sont pas toujours celles qui sont quittées, évidemment. Mais là, dans le cas de Clarisse, elle est quittée. Et elle se sent toujours coupable aussi. Je crois que du côté féminin, il y a très souvent cette question de la culpabilité, de la faute, de la culpabilité, pas de la faute de langue, mais alors de la faute au sens psychologique, c'est ma faute. Et quand elle se retrouve dans cette relation d'emprise à la fin, Clarisse, elle a une forme d'illusion de contrôle. Finalement, elle est tuée à la fin du roman et on peut se demander si c'est quelque chose qu'elle a peut-être choisi, parce que c'est un personnage autodestructeur qui dit à un moment à Ève, tu sais, moi je préfère mourir dans la passion à 50 ans que dans un EHPAD à 90 ans. Donc il y a une forme de choix, mais qu'est-ce que c'est comme choix? C'est pas forcément un choix très positif. Et quant à Ève, qui elle est beaucoup plus dans le choix et qui réussit ce qu'elle choisit. Elle choisit de quitter. On m'a dit parfois elle est très prudente, elle est un peu timorée, mais
quand même pas. Elle quitte Paris pour aller vivre aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est professeure. Elle a été très marquée par un personnage de mère très fort, une mère qui, quelque part, voulait qu'elle fasse des études très solides. Elle est devenue professeure, elle n'avait pas le choix. Et bien finalement, de ce pas le choix, elle tire autre chose. Elle n'a pas envie d'être une intellectuelle derrière un bureau, elle a envie d'être une cuisinière. Et les États-Unis lui offrent cette possibilité. Et elle devient cuisinière, et comme elle réussit ce qu'elle fait, eh bien, elle devient cuisinière, traiteur, chef d'entreprise. Ça se passe très bien pour elle, toujours. Et puis, lui arrive à la cinquantaine ce cancer, et là, c'est une vraie surprise, ce cancer. Parce qu'elle a cette idée que le cancer vient d'une fissure, vient d'un ébranlement, elle dit, mais je ne comprends pas, ma vie est heureuse, tout va bien. Elle est heureuse dans son couple, elle est heureuse avec ses enfants, elle est heureuse dans son métier. Pourquoi un cancer? Ça n'a pas de sens. Et comme Ève est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de donner du sens, elle va donner du sens à ce cancer. Et le sens qu'elle lui donne, c'est qu'il faut qu'elle apprenne, qu'elle change son rapport à la vie et qu'elle apprenne à lâcher prise, qu'elle ne peut pas rester dans le contrôle et que c'est ça que le cancer est venu lui dire. Et donc c'est là où la relation de Clarisse et d'Ève va se nouer dans cette admiration mutuelle de ces deux femmes. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la vie et dans l'écriture, c'est la question de l'aveuglement. Je trouve qu'on est toujours... j'aimerais bien arriver à me voir, quoi, avoir des yeux dans mon dos et à me voir comme les autres me voient. J'ai toujours extrêmement peur d'être moi-même... j'ai très peur de mon image. J'ai très peur de prendre... En fait, je ne me sens pas du tout sûre de moi. Et je projette l'image de quelqu'un de très sûr de soi. C'est très bizarre, peut-être même parfois arrogant. Et quand je m'en rends compte, j'en suis extrêmement décontenancée. Et donc cette question de l'aveuglement, donc Ève, elle est dans cette admiration extrême de Clarisse qui vit des amours. Elle n'arrive plus à faire l'amour, Ève, à 55 ans. Et Clarisse, elle, a un amant, un autre amant. Et elle est tellement admiratrice de sa sœur qui réussit à rester jeune, qu'elle ne voit pas ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi ça que mon livre voulait dire, c'est comment on est aveuglé par, je ne sais pas exactement par quoi d'ailleurs, par son envie de l'autre peut-être. Et donc elle ne voit pas que Clarisse est dans une relation d'emprise. Voilà. Clarisse qui dit il y a quelque chose de rassurant dans la possession. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne parlez pas de... On parle de l'addiction, l'addiction amoureuse comme étant vénéneuse. On parle de la passion. La passion a quand même pris une connotation très loin du 19e siècle, très néfaste. Enfin, on est dans des valeurs assez négatives. Et Clarisse les restaure dans quelque chose du pur choix et de parfaitement assumé. Oui, et c'est pas seulement juste la passion, enfin c'est une façon de vivre un peu... Elle a toujours été rebelle, Clarisse, donc un peu contre les institutions, contre les cadres, elle est un peu hors norme. Je disais, elle est partie en Asie du Sud-Est à 20 ans, et à un moment, elle se promène donc avec Ève en Bretagne, et elle ramasse des galets gris avec des striés de lignes blanches. Et elles partent en promenade, et tout à coup, Ève s'aperçoit que le sac de Clarisse est extrêmement lourd. Et elle lui dit, mais tu es folle, tu ne vas pas marcher avec ce sac plein de galets, ça n'a pas de sens. Et Clarisse lui répond, pour moi, la folie, c'est de pouvoir se promener sur cette plage sans ramasser les galets qui sont striés de lignes blanches. Voilà, c'est un déplacement de point de vue. Et je crois que dans mon livre, évidemment, il n'y a pas une définition du bonheur, il n'y a pas une... C'est toujours la question du point de vue, de déplacer le point de vue, d'être amené à voir par les yeux de l'autre et de comprendre la diversité. Voilà. Fabienne, elles auraient pu être copines finalement, Elga et puis Ève et Clarisse. Elles auraient pu être copines, elles ont un peu le même âge, peut-être qu'elles ont un peu le même... oui, elles sont dans le contrôle ou pas... Peut-être. Il y a quelque chose, Elga, ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, ce qui est important à 20 ans, ne l'est, par exemple, la sexualité, qui est centrale au Campo, dans ce grand
grand chambardement. Les hormones mélange. circulent. Hein. Voilà, c'est ça. C'est Les un... portes sont ouvertes et les fenêtres aussi. C'est un les cluster, hormones sont hein. partout. C'est un C'est vrai un cluster d'hormones, oui. Mais à 50 ans, la question de la sexualité, enfin, dans la cinquantaine, ne se pose plus. Alors donc, quel sens on donne à sa vie quand finalement la vie à deux ou la sexualité ne sont plus des sujets? Elle se pose encore, mais oui, peut-être que c'est un peu déplacé. Il y a une scène très marrante, tous les trois, parce qu'il y a quand même aussi un homme. Hein. Oui, j'écris beaucoup sur les femmes parce que j'en suis une, mais bienvenue Anders, à ces messieurs. Il y a Anders qui est quand même là. Enfin, si on traduit de l'allemand, quand même, Anders. Ça veut dire autre. Ouais. Oui. C'est aussi en hommage à un très beau film qui s'appelle 31 août, un film norvégien que je vous recommande. Oui, il y a une scène où Anders va voir sa vieille mère malade du cerveau, en Lorraine. On peut dire que c'est la Lorraine, puisque la Lorraine est quand même très présente dans tous mes livres. Je lui dois beaucoup et je lui suis très attachée, même si je vis entre Paris et la Lorraine. Donc dans la bagnole, sur l'autoroute, il y a des sujets de conversation. Anders, c'est quelqu'un de très... Il a un jardin dans la bouche. Dès qu'il arrive à Campo, on le repère parce qu'il a un jardin dans la bouche. Ça veut dire que ses dents sont mal plantées, mais ça veut surtout dire que de sa bouche sortent des fleurs, des belles plantes, des belles choses qui poussent. Et donc, il y a une conversation qui s'engage sur ça. Quelqu'un dit oh là là, c'est drôle parce que moi, le sexe c'est vraiment relégué presque au dernier plan. Mais c'est bizarre, mais ça a été remplacé par quoi? Et tout d'un coup, ils se mettent à hurler de rire. Ils disent pas rien. Mais ils sont pas du tout malheureux. Le sexe qui a tellement pris de place dans toute leur vie, qui a été leur sève. Je voulais l'appeler d'ailleurs au départ suc, mais mon éditrice a dit non, tu oublies ça tout de suite, c'est pas commercial. Comment tu voulais l'appeler? Suc. Suc, sève, tout ce qui circule. Est-ce que je peux des dire une circulations. chose? Il y a une phrase en anglais qui est une sorte de, enfin, je sais pas, c'est pas de proverbe, mais qui est sex is overrated. Qui est vraiment la sexualité, c'est surévalué. Ben oui, c'est ça, et l'amour aussi peut-être. Une fois qu'on a compris ça, on est plus relax, hein, on n'est plus décontracté, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions au-dessus de nos caboches, le sexe en est une. Oui, donc c'est remplacé par quoi? Tout d'un coup ils disent par rien, mais est-ce qu'on est malheureux pour autant? Non. Et ça c'est extraordinaire parce qu'ils rient dans la voiture tous les trois, alors qu'ils ont fait des pertes, ils ont fait l'expérience de la perte. Sambre, qui était le personnage pilier de Campo, a claqué la porte. Mais en fait, c'est l'incarnation de la jeunesse. C'est la jeunesse qui a foutu le camp de Campo. Et donc, non, voilà, on vit même bien. On est peut-être moins travaillé par ces hormones. On est beaucoup plus relax. On est beaucoup plus, je sais pas, en accord avec plein de choses. Donc on lâche. C'est génial de lâcher. Après, il reste plus que l'essentiel. Mais c'est dommage, on est un peu vieux déjà, mais on mûrit et on s'enrichit quand même beaucoup, je trouve. Est-ce que l'amitié fait partie des choses qui restent? Oh oui, l'amitié, quelle belle chose. L'amour, on en fait toute une histoire, mais l'amitié, ça traverse des décennies. Moi, l'amour, malheureusement, pour moi, il n'a jamais tellement duré. Mais l'amitié, moi, j'ai des amis mais de l'école primaire, du collège, du lycée, de la fac, et ça continue, et j'en rencontre toujours. Et c'est toujours une expérience merveilleuse, l'amitié, pour moi, merveilleuse. Parce qu'il n'y a pas l'enjeu, posséder un ami, non, ou encore que parfois, on aime être la meilleure amie et l'avoir pour soi seul. Mais... Non, l'amitié, ouais, quelle grande ouverture, quelle grande fenêtre sur soi. C'est qui ma meilleure amie? Ah, c'est qui ma meilleure amie? C'est qui ma meilleure amie? C'est pactiser, c'est Sambre. La meilleure amie, c'est évidemment Sambre. C'est celle qui a la lumière en elle, celle qu'on veut être. On a tous rencontré dans nos vies des personnes dont tout le monde je recherche la compagnie, la lumière. En plus, elle a les cheveux blonds vénitiens. Donc, la lumière, on sait ce que c'est. Et en fait, Sambre, c'est des trois. Alors que tout le monde, tous les gens qui poussaient la porte de Campo misaient tous sur Sambre. C'était toute évidence la bonne pouliche. Hein. Elle avait tout pour elle. Et malheureusement, c'est la seule des trois à ne pas avoir vécu sa vie. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Sambre, mais on a des petits indices, des gens qui l'ont revu.
La lumière l'a un petit peu quitté. Et les deux autres, Rosie et Elga, qui étaient un peu dans l'ombre de Sambre, qui étaient moins... La beauté était moins immédiate, hein, elle était moins fulgurante, mais elles vont tracer leur route et elles vont quand même vivre leur vie, justement. Et ça, c'est un peu autobiographique. On l'a un petit peu deviné, compris. surtout à Nancy. Oui, c'est vrai que c'est émouvant pour vous. Très émouvant. Christos, votre personnage de Nikki, qui est très largement inspiré de votre maman, elle se libère, puisque c'est aussi le thème de cette rencontre, mais se libérer, est-ce que se libérer, c'est forcément partir? Est-ce que c'est forcément un ailleurs, au sens géographique? Όχι, η απελευθέρωση δεν είναι να ζεις τη ζωή σου αλλού και δεν είναι καν το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι απελευθέρωση, είναι η ελευθερία. Διαφέρουνε. Δηλαδή, το να στεκόμαστε στη στιγμή της απελευθέρωσης είναι ένα πρώτο επίπεδο. Το ζήτημα είναι τι κάνεις όταν έχεις κερδίσει την ελευθερία σου από εκεί ύστερα. Non, en fait, la libération, ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'acte de se libérer qui compte, c'est la liberté qu'on acquiert par la suite et de ce qu'on fait de cette liberté. Vous avez arrêté votre livre assez tôt dans la vie de Nikki, pourquoi? Δεν έχω την απάντηση σε αυτό, γιατί σταμάτησα εκεί πέρα. Γιατί αν το συνέχιζα θα γινόταν 1000 σελίδες. Και, εν πάση περιπτώσει, αν το συνέχιζα θα γινόταν 1000 σελίδες. Είναι 500. Je ne vais pas répondre à cette question. Je me suis arrêtée là. En fait, si je l'avais continué, il y en aurait pour 1000 pages, alors qu'il fait déjà 500 pages. Και επίσης, για να συμμετάσχω και εγώ στον προβληματισμό των κυριών, εγώ είμαι γεννημένος το 1966, είμαι 55 χρονών, νιώθω 30 το πολύ. Et pour participer à la discussion avec ces dames, moi je suis née en 1966, donc j'ai 50... Πώς είσαι? 55. 55 ans, mais je me sens en moi comme si j'avais 30 ans. Και κατά συνέπεια έχω τουλάχιστον άλλα 60 χρόνια μπροστά μου. Par conséquent, je considère que j'ai encore 60 ans de vie devant moi. Δοθέντως ότι ο παππούς μου έζησε 98, η γιαγιά μου 97. Étant donné que l'un de mes grands-pères a vécu jusqu'à l'âge de 98 ans et ma grand-mère 97. Κατά συνέπεια έχω όλο το περιθώριο να γράψω τη συνέχεια της Νίκης. Donc j'ai tout le temps nécessaire pour écrire la suite de Nikki. Alors, ça nous rassure, on est certain de vous revoir, Christos, mais vous ne m'aurez pas comme ça. On peut tout à fait raconter l'histoire d'une vie en 350 pages. Donc, ce n'est pas du tout une question de j'ai fait 500 pages en m'arrêtant à la vingtaine de mon personnage. C'est vous avez choisi de raconter une enfance, une jeunesse. Est-ce que c'était plus confortable ou inspirant pour vous de raconter une jeune femme qui n'était pas encore votre mère, c'est-à-dire au moment où vous n'étiez pas là dans sa vie, pour la mettre à distance peut-être? Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ψυχαναλυτική ερμηνεία, ότι διηγήθηκα τη ζωή της πριν Là, on a compris un truc, mais... γίνει η μαμά μου. Oui, c'est une interprétation psychanalytique très intéressante que j'ai choisi de raconter sa vie avant qu'elle ne devienne ma mère. Απ' την άλλη μεριά, ένας από τους αγαπημένους ήρωες της παιδικής μου ηλικίας ήταν ο Huck Finn του Mark Twain. Ποτέ δεν μπήκα στη σκέψη τι έκανε ο Huck Finn μεγαλώνοντας. Par ailleurs, un de mes héros préférés dans la littérature, c'est Huck Finn de Mark Twain. Et je ne me suis jamais posé la question de ce qu'il était devenu à l'âge adulte. Ça, c'est une jolie pirouette. Ωραία πυρουέτα. Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός στις πυρουέτες, αν και δεν έχω καμία αίσθηση του ρυθμού. Je suis très douée pour les pirouettes, bien qu'en n'ayant aucun sens du rythme. Alors, moi j'ai une question pour vous, parce que justement, je faisais partie des enfants qui, quand on me lisait des contes de fées quand j'étais petite et qui se terminaient par la phrase « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants »,
Moi, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qui se passe après? Si j'écris, c'est un peu en réponse à ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est pour ça que c'est la dernière phrase des contes, parce qu'après, c'est peut-être moins... Oui, il y a une abolition du temps après. Il y a peut-être un livre moins beau à écrire. Le temps s'arrête, en fait, l'histoire s'arrête. Όχι, μετά θέλω να πω ότι ουσιαστικά το γνήσιο τέλος είναι ο θάνατος. Δηλαδή, στο τέλος όλοι πεθαίνουμε. La vraie vie, c'est la mort. À la fin, nous mourrons tous. Tout le monde meurt. Αλλά θα θέλατε να σας λένε στα παραμύθια που σας διηγούνταν στο τέλος πεθάνανε? Vous auriez préféré entendre vous raconter des contes de fées ou des contes où à la fin, ça se terminerait par la phrase « et ils sont tous morts ». Non, mais j'ai tendance à penser qu'entre le moment où ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants et la mort, comme vous le disiez, il y a quelques décennies quand même. Il se passe quelques petites choses. Et puis moi, je crois à l'amour. Contrairement à... Je ne sais pas si je devrais dire contrairement à Fabienne. Non, moi j'y crois aussi, mais il ne faut pas le survendre quand même. L'amitié, certainement aussi. Il ne faut pas fonder toute une vie là-dessus, parce qu'on risque de tomber de haut. Il faut croire en soi, d'abord, en soi. Τέλος πάντων, εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα να γράψω ακόμα. Το επόμενο μυθιστόρημα από την Νίκη ήταν ένα μυθιστόρημα ποταμός, το οποίο λέγεται Φίνικας, ο Φίνικας, και είναι η ζωή ενός Έλληνα ποιητή. Μετά έγραψα άλλα δύο. Το μεθεπόμενο λεγόταν ο Βασιλιάς της και μιλάει ο Μενέλαος και λέει τη δική του οπτική για την ιστορία με την Ελένη, την άλωση Τρίας κτλ. Τώρα αυτό που θα βγει στην Ελλάδα σε 2 εβδομάδες είναι ένα σύγχρονο αθηναϊκό μυθιστόρημα σημερινό μετά τον COVID. Θέλω να πω, ευτυχώς το ποτάμι μέσα μου φέρνει καινούργια πράγματα κάθε τόσο, διαρκώς. Non, moi en tout cas, j'ai encore beaucoup de choses à écrire. Le roman que j'ai écrit après Niki, qui s'appelait Le Phénix, parle d'un poète grec connu, de sa vie. Le roman suivant, qui est intitulé Son roi, parle d'Hélène et de la guerre de Troie. Et le roman qui va paraître dans 3 semaines, c'est un roman post-Covid, un roman contemporain. Et donc, je considère que j'ai encore beaucoup de choses à écrire. Ah, ça, on n'en doute pas. La vie de Niki est très façonnée par l'histoire de la Grèce. Quel regard portez-vous justement sur l'histoire de votre pays, parce qu'en France, on ignore quand même beaucoup toutes ces questions-là. On a eu beaucoup à faire à inspecter notre propre histoire des années 30 à aujourd'hui, finalement. Donc, vous nous donnez un éclairage sur la Grèce. Comment la regardez-vous, puisque finalement, l'histoire de Niki porte en son corps l'histoire de la Grèce? Θα απαντήσω μονολεκτικά. Υπάρχει μία λέξη στα ελληνικά καινούρια, γιατί η ελληνική γλώσσα, φαντάζομαι και η γαλλική και όλες οι γλώσσες, δημιουργούν λέξεις καινούργιες και αυτό είναι το καταπληκτικό και μέσα από τα σφάλματά τους, όπως είπατε. Λοιπόν, υπάρχει μία λέξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, συνοψίζει, εκφράζει την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι η λέξη πανολεθρίαμβος. Πανολεθρία και θρίαμβος μαζί. Αυτό που μένει όμως είναι ο θρίαμβος. Donc, je résumerai d'un seul mot pour répondre à votre question. C'est un mot tout nouveau qui s'est ajouté à la langue grecque récemment. Je suppose que c'est le cas aussi du français. Les langues évoluent, il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Et ce mot est un mot composite donc, qui résume les 300 dernières années de l'histoire grecque. C'est un mot, bon, j'essaie d'expliquer en français, c'est un mot qui est composé de désastre et de triomphe. Désastre et triomphe. Πανολεθρίαμβος. This is the word. Oui. Ça s'appelle un oxymore, mais... Comment? Ça s'appelle un oxymore, mais... Ακριβώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα οξύμορη. Justement, la Grèce est un pays oxymore. Je crois qu'on a un tout petit peu de temps encore parce qu'on a commencé un peu en retard, donc on va vraiment faire l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Vous êtes beaux tout en bleu et blanc comme ça. C'est le bleu qui domine. Hein. Je faisais une petite statistique chromatique. Oui, comme le ciel. Vous êtes assortis au ciel, bleu et blanc comme les nuages. On a quelques noirs là, parce qu'effectivement l'orage gronde, mais
Non? La Grèce, l'amour, la liberté, le féminin, l'amitié. Tout le monde est d'accord. Il y a des hommes dans la salle? Oui. Où sont les hommes? Si. Oui. Là, il y en a 2. Oh, moi, j'en vois 2, 3, 4. Enfin bon, c'est pas un concours, on va pas vous faire de mal non plus, vous inquiétez pas. Je crois qu'on... Ah, ça y est. Il faut toujours attendre un peu. On n'a pas arrêté de parler de choix, de vivre sa vie. Tout le monde a fait des choix. Les personnages ont fait des choix forts. On secouait un peu le cocotier des injonctions. Quand même. Et puis, peut-être il faut aussi se rendre parce compte que nos personnages sont féminins. Et vous voulez dire, il n'y a pas de spécificité liberté au féminin? Pour moi, les femmes doivent vivre leur vie d'être humain. Au même titre que les hommes, on doit vivre exactement la même liberté que les hommes. Donc, alors, attends, prenez un micro, madame, parce que sinon on ne vous entendra pas. surtout avec les masques, on vous entend encore moins. Oui. Non, avec le micro, c'est bien. il y avait une autre question au fond. Oui. Mais après, je répondrai à madame. Oui, complètement d'accord avec ce que vous dites. On est tous des humains. Mais dans la liberté, il y a quelque chose au féminin. Vous parliez des études littéraires. Moi, j'ai fait psycho, j'ai fait la fac de psycho, je suis psychologue. À un moment, ces études-là ont été traversées par une histoire qui n'était pas la mienne de femme, c'est-à-dire une écriture, une façon d'écrire, une façon de définir qui n'était pas la mienne. Et c'est depuis peut-être une dizaine d'années où je me rends compte qu'il y a un mouvement qui fait que je m'inscris dans autre chose en tant que femme. Alors, madame, Vous parliez de l'amour. L'amour, c'est ce qu'on nous a inscrit depuis longtemps. Actuellement, c'est pas de ça qu'on parle. Mes filles ne parlent pas de ça. Oui, alors madame, on n'est pas non plus dans un congrès de psychologie, mais je vais vous dire un truc très simple. Il y a les titres des rencontres, il y a les livres. Et c'est bien quand ça coïncide. Et parfois, ça coïncide vraiment à la truelle. Voilà. Donc là, c'est pas la liberté au sens psychanalytique et idéologique tel que vous auriez peut-être souhaité le voir, mais quand on parle de liberté dans le livre de Christos, de libération d'une femme qui s'émancipe, quand on parle aussi de ce que c'est d'une époque, de s'émanciper aussi du magma de l'amitié pour devenir un individu, quand on s'émancipe aussi dans une société à travers des trajectoires dans 2 pays différents par rapport à des présupposés qui sont le féminin doit être comme ça, est-ce que je contrôle ou pas, je crois il me semble que nos invités ont répondu à votre question, même si peut-être que la lecture de leur livre vous en apprendra davantage. Par contre, je crois qu'il y a une autre question. Oui, vous. Pardon. Je suis pas sûre. Je crois l'avoir dit, l'émancipation pour Christos, oui. Mais si vous lisez le livre de Catherine Cusset, l'émancipation, en fait, elles n'ont pas trop de difficultés à vivre ce qu'elles ont envie de vivre, quand même, vous voyez. C'est pas, nous ne sommes pas des femmes afghanes non plus, vous voyez. C'est quand même, je crois qu'on a
quand même la possibilité de faire des études, de faire... Voilà. Dans le pays de Christos, en effet, Nikki, elle doit s'émanciper aussi du carcan idéologique de ses parents, dans une très grande violence psychologique, ça je me permets de le dire, parce que quand même, devoir sacrifier ses 9 poupées à une petite fille de 8 ans pour faire profiter ses copines alors qu'elle a que ça, c'est quand même assez violent. Tout ça pour une idéologie qui n'a rien à voir avec l'enfance. Mais vous voyez, l'émancipation, faut aussi, pardon de le dire, mais parce que j'entends beaucoup ça, je me permets, je suis aussi une femme, j'ai 48 ans, j'ai un enfant, je vis seule avec mon fils, j'ai des revenus qui sont tout à fait aléatoires, je me sens pas du tout opprimée par la société et j'ai jamais été obligée de coucher avec un homme dans un milieu pourtant journalistique parce qu'on me l'a demandé ou pas, vous voyez. Enfin, il y a quand même un moment où on peut être aussi une femme qui décide de ses choix et je crois que c'est aussi ce que vous... Pardon, hein, excusez-moi, je sors vraiment de mon rôle, mais... Est-ce que je peux... Karine, je peux... Oui, Catherine, à vous de parler. Je voulais juste vous dire quelque chose. En fait, vous êtes peut-être venu ici écouter une conférence qui s'appelait « Liberté au féminin ». Mais il faut bien voir que nous avons écrit des livres, nous sommes venus présenter nos livres, nous n'avons pas choisi le thème ici. Nous avons été rassemblés sous ce thème-là. Pourquoi? Parce que nos romans ont des personnages féminins, parce que forcément, il y est question de vie, donc il est forcément question de choix, de destin et de liberté. Mais c'est évident que nous sommes venus ici parler de nos livres et pas faire une conférence sur la liberté au féminin. Ouais, donc je suis désolée si vous avez pu être déçu ou vous dire que c'était peut-être pas la question qui était traitée, mais dès qu'on parle de vie, on parle de liberté, je pense que... Il y a une grande main là-bas qui se lève. Ah ben il y en a 2, bon alors. Ah ben vous fuyez le micro. Ne courez pas trop, c'est ciré par terre. C'est peut-être juste qu'il fallait préciser que c'est des libertés au féminin, mais ça ne veut pas forcément dire que vos héroïnes sont féministes. Et c'est peut-être ça. Parce qu'effectivement, on s'attendait à ce que ça soit des héroïnes qui s'émancipent. Mais c'est parce que c'est votre lecture qui est liée à l'époque, mais je ne vois absolument pas... C'est pas moi qui ai choisi le thème, hein, je le défends, mais... Je les aime bien, vos héroïnes, je trouve qu'elles sont formidables, mais elles ne sont pas spécialement féministes. Mais c'est pas liberté féministe, madame. Mais voilà, mais c'est peut-être ça... On ne peut pas réduire tout au féminisme. Mais c'est pas écrit féminisme, conférence sur le féminisme. Non mais je suis d'accord. Mais c'est marrant, c'est un truc de jeune femme, là, hein, quand même. Allez-y, la dernière question. Bon, bah, on a juste parlé pour vous remercier à tous les trois, parce que voilà, moi, je ne suis pas venue ici pour un titre, c'est pour écouter 3 écrivains raconter leur œuvre, ce qui les a inspirés, et je pense que vous avez parfaitement rempli votre rôle, on a envie de lire vos livres, et on vous remercie. Bah, oui, on fait de la littérature, on invente des personnages. Il ne faut pas que ce soit trop didactique, sinon personne ne va nous lire. Enfin, on ne fait pas des essais. C'est quand même très intéressant parce que... Même si la littérature est politique aussi, bien sûr, mais on ne va pas faire des traités sur le féminisme. C'est intéressant ce qui se passe dans cette salle, en fait, parce qu'on voit que finalement, l'idéologie est en train de remplacer la possibilité de penser et de sentir. Enfin, voilà, le titre, c'est Liberté au féminin, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ça va très bien. C'est pas liberté, la lutte des femmes. Enfin bon, bref, je crois que tout le monde ici a compris. On a largement débordé, mais en tout cas, c'est bien d'avoir autant de punch un dimanche matin. Merci à tous, en tout cas. Merci Christos. Merci Karine. Merci. Je vais redonner les titres de vos livres. Christos Comenidis, Nikki chez Viviane Ami. Fabienne Jacob, Ma meilleure amie, publiée chez Buchet-Sastel, et Catherine Cusset, La définition du bonheur, à laquelle on répond comme on peut chez Gallimard. Et merci à Irène pour son excellent travail de traductrice. Oui.